Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les zones économiques spéciales ont fait partie intégrante du développement économique gabonais au cours de ces dernières années. À quelques semaines de la présidentielle, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, vante son bilan et les réformes instaurées dans ces zones qui, selon lui, ont donné des résultats prometteurs, un avis que ne partagent pas certains membres de l'opposition gabonaise. Vers un renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et l'Angola, la troisième session de la commission mixte de coopération Maroc-Angola s'est tenue le 11 juillet à Rabat. Plusieurs accords portant sur les domaines diplomatiques et économiques ont été signés. Et le Sénégal ambitionne de se positionner comme un acteur clé du sport sur la scène internationale. Pour y parvenir, les autorités misent notamment sur la construction et la rénovation des infrastructures sportives à travers le pays. Plus de 200 milliards de francs CFA ont été investis ces dernières années à cet effet. Mais tout d'abord, l'Iran tente de rompre son isolement diplomatique international en multipliant les partenariats politiques et économiques avec l'Afrique. C'est dans ce contexte que le président iranien Ebrahim Raïssi a entamé une tournée africaine de 3 jours ce mercredi 12 juillet. C'est au Kenya qu'a débuté son périple où il a été reçu par son homologue William Ruto. Plusieurs accords ont été signés pour officialiser la coopération entre le Kenya et l'Iran dans divers domaines. La suite de son séjour doit le conduire en Ouganda où il sera reçu par le président Yoweri Museveni et au Zimbabwe où il sera accueilli par le président Emmerson Mnangagwa. Rappelons que l'Iran est sous embargo de la communauté internationale depuis 2006, notamment en raison de son programme nucléaire. Également dans l'actualité en Libye, le Haut Conseil d'État qui fait office de Sénat a approuvé ce mardi 11 juillet une feuille de route proposée par l'ONU pour l'organisation des élections législatives et présidentielles dans le pays. Cette feuille de route, soumise par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Abdoulaye Bathily, prévoit notamment la formation d'un nouveau gouvernement. Celui-ci sera chargé d'assurer la tenue des élections dans les 240 jours après la promulgation des lois électorales. Notons qu'après l'échec des scrutins de décembre 2021, les initiatives se multiplient pour conduire à l'organisation d'élections malgré les désaccords persistants. Le mois dernier, le comité conjoint 6+6 formé par la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État annonçait un accord sur les lois relatives à l'organisation des élections, alors que le pays est depuis mars 2022 sous la direction de 2 gouvernements rivaux. Le 9 juillet, le président gabonais Ali Bongo Ondimba officialisait sa candidature à la présidentielle du 26 août pour un 3e mandat. C'était dans la zone économique spéciale de Coq, une zone lancée en 2011 qui enregistre des résultats prometteurs grâce aux réformes instaurées, selon le chef de l'État. Un avis que ne partagent pas certains membres de l'opposition qui appellent à réformer en urgence les institutions. Plus de détails avec Mildred Diamou. Véritable pôle industriel de l'Afrique centrale et de transformation locale, notamment à base de bois, la zone économique spéciale de Nkok, créée en 2012, a généré environ 16 000 emplois directs et indirects au Gabon, selon des chiffres officiels. Grâce à ce site, le pays est devenu le premier producteur et exportateur africain de contreplaqué et le 2e exportateur mondial, avec 3,4 millions de mètres cubes de contreplaqué produits annuellement et 265 millions de dollars en produits exportés annuellement. Ce projet phare du président Ali Bongo a également fait du pays un acteur commercial et d'investissement de premier plan dans les produits dérivés du bois, des acquis que le chef de l'État entend renforcer s'il est réélu à la tête du pays. Coq, c'est le Gabon qui gagne. Grâce à cette décision, une industrie du bois a émergé. Des milliers d'emplois ont été créés. Nos plus beaux exploits, nous pouvons les réitérer en nous battant ensemble pour l'emploi qui donne un sens à la vie. Pour le Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, parti d'opposition en lice pour les élections de 2023, ces chantiers ne suffisent pas.
Alors qu'un tiers des Gabonais vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté de 5,50 $, soit 3 386 francs CFA par jour, faute d'emploi notamment. Le parti estime que l'urgence pour le Gabon aujourd'hui est de restructurer les institutions du pays, ce qui va participer à réhabiliter la souveraineté du peuple. Il faudrait restructurer et réhabiliter nos institutions. Il faudrait réhabiliter la souveraineté du peuple. Je crois que c'est des problèmes importants. Après, tout le reste pourra suivre, les problèmes de gouvernance et tout le reste. En raison de la forte demande des produits exportés, notamment le pétrole, le manganèse, le bois, l'huile de palme, et de la poursuite des réformes économiques, en 2022, l'économie gabonaise a enregistré une croissance de 3,0% contre 1,5% en 2021. La croissance du pays devrait se situer à 2,7% en 2023 et 2,8% en 2024, d'après les données de la Banque africaine de développement. Le Maroc et l'Angola renforcent leur coopération bilatérale. Plusieurs accords ont été signés entre les deux pays ce 11 juillet à l'occasion de la tenue de la 3e session de la commission mixte de coopération Maroc-Angola qui s'est tenue à Rabat. Une rencontre coprésidée par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et le ministre angolais des Relations extérieures Tete Antonio. Ces ententes concernent notamment les domaines de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, des mines ou encore de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Écoutons à ce propos le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio. Vamos poder também aproveitar as vantagens de cada de nós. Nous espérons que grâce à cette collaboration, nous allons pouvoir également tirer avantage de ces échanges avec la diplomatie marocaine qui a beaucoup d'expérience, qui domine extrêmement bien son secteur et qui est excellente dans les négociations, qu'elles soient commerciales, même dans des thématiques très complexes. Nous savons que partager nos expériences avec vous ne sera que profitable. Les acteurs clés du secteur minier en Afrique sont réunis depuis ce mercredi 12 juillet à Paris, en France, dans le cadre de la 6e conférence Mining on Top Africa, MOTA, qui s'achève ce 13 juillet. Objectif affiché, promouvoir les partenariats miniers et les investissements sur le continent africain en favorisant les rencontres entre dirigeants européens et sociétés d'exploitation minière basées en Afrique. Au nombre des pays miniers présents à ce grand rendez-vous, on compte notamment la République démocratique du Congo, le Mali, le Sénégal, la Zambie ou encore la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'eau et des mines du Bénin, Samou Seydou Adambi, a pris part à ce 6e sommet annuel africain de mines. Écoutons-le. Nous avons un code minier sous-régional qui a été adopté au niveau de l'UEMOA et également au niveau de la CEDEAO. Et tous les pays sont appelés à s'aligner sur ces codes-là, essentiellement, pour que l'exploitation minière puisse changer les donnes. Et nous puissions changer notre manière de faire pour que les pays également, en dehors du fait que nous engrangeons des ressources par rapport à l'exploitation, que nous commencions par transformer, que nous commencions par créer la chaîne de valeur dans nos pays, de l'exploration à l'exploitation jusqu'au recyclage. C'est important. Et pour finir, au Bénin, aucun projet ne peut être réalisé lorsque les études d'impact environnemental et social ne sont pas réalisées avec un plan de gestion environnementale et sociale bien conçu et suivi par le gouvernement. Pour dire donc que les donnes sont en train de changer également en Afrique et nous invitons donc nos partenaires à nous accompagner là-dessus. Avec 5 titres de champion d'Afrique en l'espace d'un an et demi environ, le Sénégal se fait une place parmi les grandes nations sportives du continent. La récompense d'une série d'investissements importants dans le domaine du sport, de la promotion à l'organisation d'événements internationaux en passant par le développement de différentes disciplines sportives ainsi que la construction d'infrastructures. Les autorités ont pour ambition de favoriser l'épanouissement des jeunes talents. Les explications de Cheikh Omar Kamara.
Ces dernières années, le Sénégal a investi d'importants fonds dans la construction et la rénovation d'infrastructures sportives à travers le pays d'un montant d'investissement de plus de 200 milliards de francs CFA. Des stades à l'instar du grand stade Abdoulaye Wade, la Dakar Arena ou encore le stade Léopold Sédar Senghor ont émergé pour répondre aux besoins des athlètes et des clubs locaux. Avec l'organisation prévue des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, ce pays de l'Afrique de l'Ouest est destiné à être une plaque tournante pour l'industrie africaine du tourisme sportif. Aujourd'hui, le sport au Sénégal et en Afrique d'ailleurs, est en train de devenir une véritable réalité économique et sociale. Quand on regarde aujourd'hui les trajectoires de victoires qui sont les catalyseurs pour le cas du Sénégal, mais aujourd'hui tous ces grands événements qui se positionnaient dans d'autres parties du monde, mais qui sont en train aujourd'hui de se positionner en Afrique, et particulièrement au Sénégal. Je veux nommer en particulier la Basketball Africa League, mais aussi et surtout les Jeux olympiques de la jeunesse. Concernant le tourisme, notamment le tourisme sportif, considéré comme un secteur stratégique de l'économie du pays, les objectifs poursuivis ces dernières années sont encore plus ambitieux. Le Sénégal se positionne parmi les top pays en ce qui concerne l'industrie du maïs et veut aussi jouer un rôle important comme une destination touristique. Je crois qu'organiser ce genre d'activité et comme aussi accueillir la Basketball Africa League chaque année pendant ces 2 dernières années va contribuer au développement de ce secteur. Le Sénégal a marqué l'histoire du football africain en remportant les titres de la CAN 2021, la CAN Beach Soccer 2022, la CAN U17 et U20 en 2023. Comme je le dis souvent, derrière nos performances, il n'y a pas de hasard, mais des politiques publiques soutenues, d'investissement dans le domaine des infrastructures sportives, mais aussi d'encadrement et d'accompagnement de nos équipes nationales, toutes catégories confondues. Le Sénégal continue de s'imposer comme une force émergente sur la scène sportive mondiale. Le développement des infrastructures sportives et le succès des équipes nationales de football témoignent de l'engagement du pays envers l'excellence sportive. Sensibiliser à la protection de l'environnement en valorisant des éléments recyclés. C'est ce que propose l'exposition La Citadelle des Anciens à l'Institut français de Yaoundé au Cameroun. Les œuvres qui constituent l'exposition offrent un voyage dans le temps qui attire la curiosité des visiteurs. C'est en somme la beauté du geste, autant par la confection que par l'intention. Reportage de notre correspondant Séverin Douqueux. Comme lors d'une cérémonie royale en pays bamileke au Cameroun, ils sont là sous leur tenue de grande parade avec quelques-uns de leurs attributs. Eux, ce sont les 9 notables de la cour royale. Il ne s'agit pas plus qu'une représentation, c'est une partie de l'exposition La Citadelle des Anciens par le célèbre artiste plasticien et environnementaliste camerounais Joseph Francis Soumenieux à l'Institut français de Yaoundé. Les œuvres qui constituent l'exposition La Citadelle des Anciens sont composées de mannequins de formes tantôt humaines, animales ou autres, faits de matériaux de récupération et autres déchets qui donnent surtout la fière allure de grands hommes de tradition et de culture. Une œuvre qu'il présente comme inachevée, mais qui lui aurait pris plus d'une trentaine d'années à peaufiner. C'est un projet qui a commencé depuis les années 88 et il court jusqu'aujourd'hui et même présentement il n'est pas achevé. Ça s'appelle la Citadelle des Anciens, mais en réalité qui est accompagnée par l'expression des 9 notables. C'est un espace que je conçois pour traiter des problèmes de la société en général, concernant les époques passées ou présentes et même à venir, parce que juste les notables avaient pour fonction de rester dans cet espace-là, de débattre. Par exemple, dans le temps passé, il y avait des choses qui pouvaient se passer dans la société et qu'on amène discuter ici. L'exposition La Citadelle des Anciens est un moment d'appel à la prise de conscience de la nécessité d'impulser une politique de gestion et de valorisation des déchets par ces temps où la protection de la nature s'impose pour assurer la pérennité de la vie sur la planète. De plus en plus d'artistes s'inscrivent dans cette logique avec des œuvres toujours plus originales, à l'image de cette fresque géante signée Jean-Michel Dissaquet qui habille la façade de ce bâtiment. Elle a été réalisée à partir de débris de plaques d'immatriculation de véhicules.
Au-delà du côté embellissement du cadre urbain, elle met en avant l'unicité des peuples dans la diversité des couleurs. Des œuvres originales qui attirent la curiosité des visiteurs. Waouh à ce seigneur qui réalise ces chefs-d'œuvre, qui quitte des éléments recyclés à produire ces éléments, ces sculptures qui nous permettent de voyager étant sur place. Déjà, je les remercie parce que déjà, ils contribuent à la protection de l'environnement et il nous permet de voyager sur place. Il a du talent et voir comment il monte ses œuvres avec des articles recyclés, c'est vraiment un grand talent, c'est un don. Ces œuvres sont le témoin de la contribution de la gestion et de la valorisation des déchets à la protection de l'environnement, mais aussi à l'amélioration du cadre spatio-récréatif. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.